Les îles de Chuuk font partie de l'État indépendant de Micronésie dans le Pacifique Ouest. Lorsqu'on les découvre, il émane de ce coin de l'océan Pacifique comme un goût de paradis, de liberté, de calme, une plénitude qui nous fait oublier tous les problèmes de notre temps. Lagon ensoleillé aux eaux calmes, bercé par une brise réconfortante, et pourtant. Qui pourrait croire qu'il y a près de 80 ans, s'est déroulée ici une des plus grandes batailles aéronavales de la Seconde Guerre mondiale. Le Pearl Harbor japonais. Dans ces îles, les Japonais avaient construit une base logistique et opérationnelle pour la flotte de la marine impériale. Ils avaient développé de grandes infrastructures militaires, bases aériennes, ateliers de réparation, bases de sous-marins et d'hydravions. Afin d'assurer une supériorité aérienne et navale américaine dans ce secteur du Pacifique, le vice-amiral Raymond Spruance ordonna une attaque contre Truk, l'opération Hailstone. La Task Force 58 disposait de 5 porte-avions d'escadre, USS Enterprise, Yorktown, Essex, Intrepid et Bunker Hill, et de 4 porte-avions légers, USS Belleauwood, Cabot, Monterey et Cowpens, embarquant plus de 500 avions. Une flotte importante de 7 cuirassés, de nombreux croiseurs, destroyers, sous-marins et autres navires soutenaient les porte-avions. Les 17 et 18 février 1944, l'attaque sembla prendre les Japonais complètement par surprise. Des chasseurs L-4, des bombardiers en piqué SBT Dauntless et des avions bombardiers torpilleurs TBF Avenger décollent des porte-avions. Les avions américains concentrent leurs bombardements et attaques sur les aérodromes japonais, les avions ennemis, les installations terrestres et les navires au mouillage dans le lagon de Truk. L'attaque américaine combinait des bombardements et des torpillages aériens, des frappes de navires de surface et des attaques sous-marines. Les frappes aériennes de nuit inaugurèrent pour la première fois l'utilisation du radar pour des bombardements nocturnes. Un groupe de navires de surface et de sous-marins américains surveillait les voies possibles de sortie du lagon, prêts à attaquer les navires qui essaieraient de se soustraire aux frappes aériennes. Au total furent coulés 3 croiseurs légers japonais, 4 destroyers, 3 croiseurs auxiliaires, 2 navires ravitailleurs, 3 autres navires de guerre plus petits, 1 transporteur d'avions et 32 navires marchands. C'est aussi, pour les Japonais, 270 avions détruits, 400 tués à terre, 7000 tués en mer. Aujourd'hui, c'est plus de 48 bateaux qui reposent au fond du lagon de Truk. Mais revenons à notre séjour plongé. Je suis basé sur le Thorfinn, bateau support plongeur qui peut accueillir une vingtaine de plongeurs. J'y suis pour une dizaine de jours et pour 37 plongées. Je suis sur le Thorfinn, donc un bateau de croisière plongée qui est ancré dans le lagon de Chuuk, dans le Pacifique. Donc je suis venu faire 10 jours de plongée sur les épaves de la flotte japonaise du Pacifique. Ce sont des plongées vraiment exceptionnelles, des plongées d'un autre temps. On plonge dans l'histoire. Ce sont des épaves absolument gigantesques, des cargos japonais, des avions. Donc on est sur le site à peu près où il y a eu la bataille du Pacifique. Pour ceux qui ont vu un peu la série Les Têtes Brûlées de Papy Boyington, on est un peu dans ce secteur-là, de cette bataille-là. Donc c'est assez époustouflant de faire des plongées pareilles. Pourtant j'en ai des plongées, hein, j'en ai quelques-unes, mais là j'avoue que c'est le top du top, en plus des conditions idéales.
Les briefings pré-plongée sont donnés par Lance Hicks, propriétaire du Thorfinn, qui vit sur son bateau depuis 1979 et qui connaît toutes les épaves du lagon comme sa poche. Les briefings sont très précis et peuvent durer jusqu'à 15 minutes. Tout est décrit, à profondeur, tous les centres d'intérêt de l'épave. Fini de parler, il est temps maintenant d'aller plonger. Parfois, la descente est longue. Certaines épaves se trouvent à plus de 60 mètres de profondeur. Entre le moment où nous quittons la surface et le moment où nous décidons de remonter, il ne doit pas s'écouler plus de 10 minutes. Toute minute supplémentaire à ces profondeurs-là entraînerait de longues minutes de paliers de décompression fastidieuses. Nous devons donc nous concentrer sur une partie précise de l'épave. Nous n'avons pas le temps de tout découvrir. Les bateaux sont beaucoup trop grands. Sur ces navires de guerre, sur ces navires de mort, engloutis à tout jamais au fond du lagon, la vie a repris ses droits. Les coraux se sont développés sur les structures, sur le métal. Les poissons juvéniles peuvent ainsi se nourrir, se développer et engendrer à nouveau la vie. Sur le San Francisco Maru, posé à plus de 50 mètres de profondeur, je me concentre sur quelque chose d'assez insolite. Sur le pont, sont posés là 2 blindés japonais, enchevêtrés. Bizarre. Initialement, ces 2 blindés ne se trouvaient pas sur le pont. Ils étaient bien gentiment rangés à l'intérieur de la cale. Sous l'effet du bombardement et du souffle de la bombe américaine, les 2 blindés japonais ont été projetés sur le pont et se retrouvent ainsi, positionnés là, à tout jamais. Patates de corail, multiples petits poissons colorés. Tout ceci n'est pourtant que le manteau d'un canon anti-aérien. Le canon à fleurs encore, concrétionné à tout jamais. Hier, le canon crachait la mort.
Aujourd'hui, il aide à l'émancipation de la vie marine. Puis nous entrons à l'intérieur du navire. Ici, les restes d'une cuisine, où quelques ustensiles sont encore posés sur leur fourneau, à tout jamais. Seul le guide connaît ici la sortie. Pour bien connaître un navire, il faut connaître son cœur, connaître son âme. Il faut aller voir au plus profond de lui-même, entrer dans ce qui est pour nous le plus magique des endroits, la salle des machines. La salle des machines se mérite. La pénétration d'épave est une activité qui demande beaucoup de concentration. Je me concentre uniquement sur ce que je vois. Chaque geste est décuplé, lent, très lent. Les palmes ne bougent presque plus. Chaque mouvement est décomposé. Toute panne d'éclairage pourrait être fatale. Je n'écoute que deux choses. Le rythme de ma respiration et les battements de mon cœur. Ni l'un ni l'autre ne doit accélérer. C'est que le doute s'installe. Et ici, il n'y a pas de place pour le doute. Il pourrait engendrer un début de panique. Je me concentre uniquement sur ce que je vois, sur ce que je photographie, sur ce que je filme. Je ne dois pas penser au monde extérieur, à ce qui se passe là-haut, à l'air libre.
Lorsque les palmes sont un peu trop actives, que nous touchons quelque chose, la poussière de rouille se soulève. On appelle ça dans le jargon la touille. Mais la touille peut vite devenir un brouillard épais qui empêche de voir, qui angoisse. Puis le guide nous montre la sortie. Enfin, l'angoisse peut redescendre. Partout, nous découvrons des objets divers. Assiettes, porcelaines, bouteilles, fioles, chaussures. Dans les cales des navires, des objets sont éparpillés partout. Au moment de l'attaque aérienne américaine, des pilotes japonais ont tenté de quitter les bases aériennes en faisant décoller leur avion. Mais, en bout de piste, fauchés par les mitrailles des avions américains, certains se sont retrouvés plongés au fond du lagon, comme ce bombardier Gilles, intact, encore avec sa verrière, son moteur, ses ailes, magnifique.
Toucher le métal de ces avions, de ces bateaux, c'est se projeter 80 ans en arrière. Être en harmonie avec ses pilotes, avec ces marins qui ont partagé tant de souffrances. Autre avion, le bombardier Betty, bombardier japonais qui était considéré par les Américains comme un des meilleurs bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, mais qui avait une faiblesse. Sous les impacts des obus des avions américains, il s'enflammait facilement. Celui-ci repose par une quinzaine de mètres de fond. L'aluminium et le métal de ses ailes et de son fuselage offrent désormais un substrat parfait pour le développement du corail. La vie se développe, augmente, sur un avion, mort à tout jamais. Lorsque le bombardier a frappé la surface, abattu par les chasseurs américains, ces deux moteurs ont été propulsés à plus de 100 mètres de l'épave. Ils sont désormais isolés, recouverts de leur manteau de corail. La vie foisonne désormais sur ce qui semble être qu'un amas de roches. Dans une des cales du Hoki-Maru, Maru qui veut dire cargo en japonais, nous découvrons un chargement insolite. Camions, tracteurs, bulldozers, remorques. Cargaison insolite, rangée par le hasard du souffle de la bombe.
Cargaison encore plus insolite sur le Fujikawa Maru. Le cargo transportait dans ses cales des avions chasseurs japonais Zero. Une aile était démontée pour que l'ensemble de l'aéronef puisse rentrer dans les cales. Des chasseurs Zero à l'intérieur d'une cale d'un cargo. Inimaginable. Plongé sur le Heian Maru. Le bâtiment est couché sur le côté. Pénétrons dans une cale grande comme une cathédrale, pour découvrir, prudemment, vision encore plus insolite. À l'intérieur de la cale, enchevêtrée après le souffle de la bombe, nous trouvons des torpilles. Torpilles de sous-marins, posées là, en équilibre, verticales, horizontales. On reconnaît bien le système de propulsion à double hélice. Elles sont là, encore chargés de leur charge meurtrière. Plongé sur un sous-marin japonais, le I-169. Coulé ici, bêtement, suite à une erreur de commandement. Sous l'effet de l'attaque américaine, le commandant du bâtiment, surpris, ordonne l'ordre de plonger. Malheureusement, les écoutilles ne sont pas toutes fermées. Le bâtiment sombre, là, avec tout son équipage. Fin tragique.
Quelle a été la vie de ces marins? Quel a été leur quotidien? Leur nourriture? Ici, la salle de bain, les toilettes, comme il y a 80 ans. Les épaves sont là aujourd'hui, pour nous rappeler les temps tragiques d'hier. Les guerres, les conflits. Dans une guerre, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a que des vaincus. Il n'y a pas un gagnant, ni un perdant. Que des perdants. Parce que dans tous les camps, des familles pleurent. Pleurent des fils, des maris, des enfants, des frères. Engloutis à tout jamais au fond des lagons, les épaves nous rappellent la folie des hommes. La mort d'hier en surface a donné aujourd'hui sous l'eau la vie, le développement du corail, le développement des poissons, de la vie marine. Le canon ne crachera plus jamais d'obus de mort. Aujourd'hui, il est recouvert d'un linceul de corail, d'une nurserie de petits poissons. Tout doucement, après son naufrage, il donne la vie. Il continue à donner la vie. Ces patates de corail ne se développent pas sur le fond de l'océan, sur le sable, ou tout autre substrat naturel. Elles se développent sur le métal du coque des navires anciens. Les bateaux engloutis, oubliés à tout jamais, deviennent les géniteurs de la vie marine. Belle leçon de vie. En 10 jours, j'aurais pratiqué 37 plongées, parfois à plus de 50 mètres de profondeur, uniquement sur des épaves, cargos, sous-marins, destroyers, bombardiers. Je ressors parfois bouleversé de ces immersions. Toucher ces épaves, c'est faire un trait d'union avec le passé, rendre hommage à ces marins, à ces hommes, à ces fils, à ces pères, qui sont tombés pour leur patrie.